Bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs. Nouvel épisode. On continue à parler d'orgasme parce que c'est passionnant. C'est inépuisable. C'est inépuisable et c'est sans fin. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les 2 premiers épisodes. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet ? Alors, on va parler aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le corps. Alors, au niveau génital, bien sûr, mais aussi dans le corps en entier. Et ce qui se passe dans le cerveau lors de l'orgasme. Génial. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Donc d'abord, on commence par quoi ? Le corps ou le cerveau ? C'est quoi Parce que les effets qu'on voit le plus, c'est ceux du corps. Ah, les effets qu'on voit le plus, c'est ceux du corps, oui. Ouais, c'est les fameuses... Alors, au niveau génital déjà. Au niveau génital, c'est les contractions toutes les 0,85 secondes. C'est ça. Allez, dis-nous tout. Donc, ce que je disais dans un des épisodes précédents, c'est que donc les premiers vraiment à avoir étudié les effets physiques génitaux de l'orgasme, c'est William Master et Virginia Johnson aux États-Unis dans les années 60. Et tous leurs résultats sont publiés en 1966 dans leur ouvrage de référence qui s'appelle Human Sexual Response, et la réponse sexuelle en français, qui est publié aussi en France. D'accord. Qu'on trouve, alors malheureusement je crois qu'il n'est pas réédité, ouais. Mais on le retrouve quand même d'occasion. D'accord. Une petite recherche sur le bon coin. C'est ça. Donc première manifestation, c'est le vagin. D'accord ? Le vagin, c'est la contraction de manière rythmée, toutes les 0,85 secondes environ, avec 5 à 12 contractions, selon l'intensité de l'orgasme, et qui vont aussi donc s'étendre au sphincter interne et externe de l'anus. Ça débute toujours par le col de l'utérus, donc il y a une contraction du corps de l'utérus, et ensuite ça descend dans le vagin, et donc ça s'étend ensuite au niveau de l'anus. D'accord. Les premières contractions que l'on ressent sont toujours plus intenses et plus rapprochées que les dernières. D'accord. La force et l'intensité dépendent de l'intensité de l'orgasme, mais aussi de la musculature du périnée. Donc ça, il faut rappeler que le périnée est hyper important dans l'orgasme, autant chez les hommes que chez les femmes, et que plus on a un périnée musclé, plus on a un périnée qui est tonique, plus on a un périnée qui est vascularisé, plus on va ressentir l'excitation sexuelle et plus on aura la possibilité d'avoir des orgasmes importants. Donc, il faut travailler son périnée. Il faut travailler son périnée. Peu importe qu'on ait eu des enfants ou pas. Parce que souvent, on entend qu'il faut travailler son périnée. Peu importe, on dit à la femme qui a accouché. Mais en vrai, il faut qu'on travaille tous notre périnée pour pouvoir avoir une meilleure gestion de l'orgasme. Tout à fait. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Oui, tout à fait. Hommes et femmes. Vous avez aujourd'hui plein de ressources sur Internet, sur YouTube notamment, pour muscler votre périnée. Donc, c'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Ou alors, vous pouvez aller aussi voir un kiné spécialisé dans la rééducation du périnée, que vous soyez un homme ou une femme. Les kinés peuvent aussi faire de la rééducation des hommes. Et ça marche très bien pour tout ce qui est trouble de l'érection, messieurs, avant de prendre des médicaments. Commencer par les méthodes naturelles et le travail du périnée. C'est indispensable. Très bien. Alors pourquoi il y a des contractions du vagin, de l'utérus c'est le sang, non ? C'est l'afflux sanguin, c'est quoi ? Je sais pas. Non, j'en ai aucune idée. Donc déjà, c'est certainement la sécrétion d'ocytocine qui permet ces contractions. Donc ça veut dire quoi que la sécrétion d'ocytocine lors de l'orgasme. Oui, mais elle circule, c'est quoi l'ocytocine, elle est produite par le cerveau et ensuite elle provoque des contractions. C'est elle qui provoque les contractions. C'est elle qui provoque notamment les contractions lors de l'accouchement. D'accord. Non, mais pourquoi il y aurait des contractions lors de l'orgasme ? À quoi ça sert finalement ? Ah bah oui. Eh oui, on s'est posé la question. Ah bah ça sert à ce que le sperme il aille au fond, non ? Ça peut, effectivement. On pense que ça pourrait permettre de mieux stimuler le pénis. Ouais. La contraction pourrait permettre de mieux stimuler le pénis. Pour vraiment sortir tout le... favoriser l'éjaculation. D'accord, voilà. ok.
Et du coup, également favoriser la conception. Bon, donc on retournerait à l'Antiquité, en disant que l'orgasme favorise la conception. Je ne suis pas sûr, malheureusement. Non, tu penses quoi, toi ? Je ne sais pas. Tu sais pas. Non. Je pense que c'est lié à l'ocytocine, ça c'est sûr. Ouais. Donc, mais pourquoi c'est là physiologiquement ? Oui, ça doit bien avoir un rôle. Certainement, peut-être favoriser l'éjaculation chez l'homme. Ouais. Oui, puisque ça, oui, comme parce que ça contracte. Tu l'avais dit dans le pénis, effectivement, ça contracte. Donc oui. La durée de ces contractions, c'est donc de 3 à 26 secondes. Donc ça, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Donc Master & Johnson en 66, Kaplan, qui est notre sexologue. C'est 3 secondes toutes les 0,85 secondes ? Non, la durée totale de l'orgasme varie de 3 secondes à 26 secondes. Jusqu'à 26 secondes. Mais ça peut aller jusqu'à 2 minutes. D'accord. Voilà. Au niveau du vagin, il y a des modifications dans l'orgasme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, il y a un afflux sanguin. Oui. D'accord ? Donc, les parois vaginales vont devenir beaucoup plus rouges. Mais aussi, il y a une modification de la forme interne du vagin. C'est-à-dire que le vagin va prendre la forme d'une espèce d'ampoule, avec le tiers externe qui va être resserré sous l'effet de la vasodilatation des vaisseaux présents dans les parois du vagin, donc ce qui va entraîner un resserrement de l'ouverture du vagin. D'accord ? Okay. Donc, globalement, ça veut dire que le pénis va sentir qu'il y a un resserrement au niveau de l'entrée du vagin, mais qu'à l'intérieur du vagin, au contraire, il y a une ballonisation, c'est-à-dire que ça devient vraiment comme une ampoule. Donc, ça forme un sac, un réceptacle, pour recevoir le sperme, du coup. Mais du coup, le pénis peut avoir l'impression, enfin l'homme peut avoir l'impression que c'est pas serré du tout, que c'est très, que c'est lâche, quoi. Okay. Donc ça, c'est normal. Hein, l'effet normal, c'est ça. C'est l'effet de l'orgasme et de l'excitation sexuelle. Au niveau de la vulve, il y a aussi des modifications, puisque, comme je l'ai déjà dit, la vulve, c'est aussi considéré comme une zone quasiment érectile, avec donc des petites lèvres et des grandes lèvres qui deviennent beaucoup plus rouges, qui se gonflent, qui deviennent plus foncées. C'est aussi lié à la vasodilatation. Donc la même vasodilatation qui est responsable de l'érection du pénis. D'accord. Donc chez la femme, elle va être responsable d'un gonflement de toute la zone génitale, que ce soit les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris et les parois vaginales. Okay. Ensuite, sur le corps, parce que donc quand on a un orgasme, c'est le corps entier qui va ressentir des manifestations. Donc toutes les manifestations que l'on ressent dans notre corps sont quasiment toutes dues soit à la vasodilatation des vaisseaux sanguins, soit à aux contractions musculaires. Donc je vais faire la liste des effets. Des effets. D'accord. T'en as 2-3 à me dire ? Non, l'euphorie. Non, ça c'est l'effet sur le cerveau. Ah merde. Ah, les effets sur le corps, je sais pas, je dirais des tremblements. Par exemple. De la chair de poule. Par exemple. Ça joue sur la respiration, non ? Très bien. Il y a la notion de... La fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire. Ouais. Voilà, qui augmente. Ouais. Et on peut même avoir une apnée au moment du pic de l'orgasme. Ouais, on peut avoir des larmes aussi. On peut, ça c'est les réactions psychologiques. C'est psychologique ? Ouais. D'accord. Okay. Le cœur qui s'accélère ? Oui. Ouais, ça jusqu'à 180 battements par minute parfois. Donc si on veut vérifier que son partenaire a bien eu un orgasme, il suffit de lui prendre le pouls. Hein. D'accord. La pression artérielle qui augmente aussi. Ouais. Donc en général... C'est marrant, c'est les symptômes d'une crise cardiaque là que tu... De 2 à 4 points. Ok. Donc c'est aussi les symptômes d'un effort physique. Oui. Okay. La fréquence cardiaque qui augmente, la tension artérielle qui augmente, la respiration qui est beaucoup plus rapide. On peut avoir des plaques rouges au niveau de la poitrine, du cou, des joues, du ventre. D'accord. Donc ça aussi, c'est lié à la vasodilatation. La transpiration,
on transpire plus. On a une dilatation des pupilles. Ouais. Ok. On a une contraction des mamelons et donc une érection des mamelons. Donc ça, c'est des mamelons qui deviennent durs. Durs, ok. Et pareil, la zone autour, là, je ne sais plus le nom. L'aréole. L'aréole qui se contracte. Exactement. Qui est, ok. Qui est plus rouge d'ailleurs. Ouais. Qui se bombe aussi parfois. Oui, tout à fait. Il y a une contraction aussi des abdominaux et des adducteurs, ce qui fait que souvent les cuisses se resserrent. On peut ressentir aussi des spasmes musculaires et des frissons dans tout le corps. Il y a une augmentation du volume des seins de 20 à 25% juste avant l'orgasme. Ça a été noté par Master & Johnson, et ils ont noté que ça arrivait notamment chez les femmes qui n'avaient jamais allaité. Ah ouais. Dingue ça. Il y a aussi des contractions au niveau des muscles du visage, ce qui fait que le visage prend un aspect grimaçant. Généralement, on n'est pas très beau quand on a un orgasme. Je ne sais plus quel photographe avait fait cette recherche photographique de prendre des photos de gens au moment de l'orgasme. C'est ça. Ouais, donc c'est un aspect très grimaçant. Donc on n'est pas très beau, on n'est pas au meilleur de nous-mêmes. Les paupières se ferment, donc ça tombe bien. Ouais. Ça on peut pas voir. C'est ça. Mais même les orteils qui se recroquevillent, est-ce que tu as déjà eu ça? Donc c'est ce qu'on appelle le spasme carpopédal. Oui, je l'ai déjà subi et constaté. C'est ça. Et on peut aussi émettre des vocalises, des gémissements, des cris, pleurer, rire, autant d'expressions émotionnelles qui signent l'intensité de la réaction orgasmique. Et bien sûr, un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on a l'impression, on reçoit une sensation. Alors là, il y a plein de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir dans l'orgasme. Un envol, une légèreté, une explosion, l'impression d'être ailleurs, déconnecté, la détente, sentiment de plénitude, sérénité. Enfin bon, il y a autant de mots qu'on peut mettre dessus. D'accord. Bon, en tout cas, on n'est pas identique face à l'orgasme. C'est-à-dire qu'on n'orgasme pas tous de la même manière. Il y a des petits, des grands orgasmes. Ça dépend aussi de notre détente, ça dépend de notre partenaire, ça dépend du moment de notre vie, du moment de la journée. Ouais. Ça dépend du degré d'excitation, de l'expérience, du type de stimulation. Beaucoup du type de stimulation. Ouais. Par exemple, on sait que l'orgasme uniquement provoqué par la stimulation du gland du clitoris va être beaucoup plus local que l'orgasme provoqué par un rapport sexuel, par exemple. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait par rapport aussi typiquement à l'orgasme du col de l'utérus. C'est ça. Qui atteint le nerf vagal, qui a la capacité d'atteindre tout le corps. Quoi. Ok. Et pendant le cerveau, alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'orgasme ? Waouh. Alors, donc là, c'est quoi ? C'est un déclenchement hormonal ? C'est les glandes d'ocytocine et de dopamine qui se... neurotransmetteurs. Alors, il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'orgasme. Beaucoup. D'accord. Il y a l'adrénaline, la noradrénaline, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, la prolactine. Tout ça qui se déclenche en même temps ou il y a un ordre ? Non, il y en a qui se déclenchent avant, pendant, après. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc, mais ça, c'est un phénomène quand même qui est très complexe au niveau neurobiologique. C'est lesquels qui se déclenchent avant ? Avant, par exemple, il y a Alors, avant, pendant, c'est surtout la dopamine, donc tout ce qui est activateur de l'orgasme. L'ocytocine, qui est produite en grande quantité lors de l'orgasme. Ouais. Les endorphines qui vont être sécrétées aussi lors des efforts prolongés, et parfois le rapport sexuel peut être un effort prolongé. Ouais. Il y a la GnRH qui est aussi appelée lulibérine. C'est plutôt ce qu'on appelle l'hormone des préliminaires ou l'hormone du désir, qui est libérée avant l'acte sexuel pour aider le corps à s'y préparer. Donc ça stimule plutôt le désir. Et tout ça vient du cerveau. Tout ça vient du cerveau. C'est dingue. Ben ouais. C'est dingue, parce que là, tu vois, rien que la dernière que tu viens de dire, qui prépare le corps aux relations sexuelles, j'étais dans l'ignorance totale de
de ça, c'est-à-dire qu'il y a une hormone qui est déclenchée, qui te permet de... Mais c'est-à-dire que c'est une hormone qui va déclencher aussi la production d'autres hormones. D'accord, ok. C'est une marche vertueuse, quoi. On déclenche d'abord ça, il y a des cercles vertueux. D'accord. Donc les études sont assez récentes sur les effets de l'orgasme au niveau cérébral. C'est surtout Komisaruk et Beverly Whipple aux États-Unis, dans l'université de New Jersey, qui ont fait les plus grandes, les plus nombreuses études sur l'effet de l'orgasme au niveau cérébral. Et donc on sait aujourd'hui que effectivement le cerveau est une zone érogène à lui tout seul, quoi. À tel point qu'on peut même avoir un orgasme uniquement par stimulation mentale. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les zones cérébrales qui sont activées, désactivées, parce que ça c'est un peu fastidieux. Mais bon, on sait quand même que le système limbique, donc qui est le système des émotions, il est plus fortement activé chez les femmes que chez les hommes, ce qui expliquerait que les femmes aient des émotions ressenties plus fortes, plus importantes lors de l'orgasme que les hommes. Ok. On sait aussi que pendant l'orgasme, il y a une désactivation du cortex fronto-orbital, c'est-à-dire le cortex qu'on a là, devant le front, sous le front. Ça, c'est ce qui permet de provoquer la perte de sensation de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un orgasme si on est dans le contrôle. Et normalement, dans l'orgasme, il y a une désactivation des zones de contrôle. Wow. Voilà. Il y a aussi une activation, par exemple, du cervelet. C'est ce qui explique aussi les mouvements et les réactions corporelles, musculaires au niveau de l'orgasme. Et donc, on a prouvé aussi, on a montré que y a une libération d'ocytocine lors de l'orgasme, et que plus le taux d'oxytocine est fort, plus l'orgasme est intense. Et en plus, l'ocytocine, c'est l'hormone qui favorise l'attachement. Donc, plus on va avoir d'orgasme avec un partenaire, plus on va s'y attacher. Plus on va s'y attacher, plus on va se sentir en sécurité. Parce que c'est aussi l'hormone qui favorise la sécurité, la sensation de sécurité. D'accord. C'est notamment l'hormone qui est sécrétée par la femme et le bébé, la maman et le bébé, lors de la phase de l'allaitement. Mais aussi par les massages, par les contacts peau à peau. Voilà. Donc, si vous voulez favoriser votre sécrétion d'ocytocine, il faut vraiment remettre des contacts peau à peau, du massage, du toucher, etc. Ok. Et après, il y a quoi d'autre? Donc, il y a aussi une modification de l'activité électrique du cerveau. Donc ça, on a montré ça par des électroencéphalogrammes que l'on a pu mesurer pendant l'orgasme. Donc, par exemple, à l'état d'éveil, on a surtout des fréquences bêta. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est le temps d'éveil normal. Et que lors de l'orgasme, il y a une augmentation des fréquences θ. Ce sont donc avec un pic particulièrement au moment de l'orgasme. Et ce sont ces mêmes fréquences θ, ce que je disais dans un épisode précédent, qui sont observées pendant le sommeil et pendant les périodes de méditation profonde. Ok. Donc, c'est ce qui a fait penser à certaines personnes que l'orgasme pouvait être une forme de méditation. Et ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle la méditation orgasmique. Ah, pardon, c'est quoi la méditation orgasmique? La méditation orgasmique, jusqu'à avoir un orgasme. C'est pas du tout. On a un orgasme pour favoriser la méditation. Ah, c'est l'inverse. Donc ça peut se faire, ça se fait en général en groupe. Bon, autant te dire que ça a donné lieu à tout un tas de dérives sectaires. C'est-à-dire, attends, comment ça se fait en groupe? C'est-à-dire que oui, il y a tape méditation orgasmique sur Internet, tu verras. Ah ouais. Donc c'est des groupes, mais il y a des mouvements comme ça aux États-Unis, beaucoup, qui sont arrivés aussi en France. Mais récemment, un des fondateurs de la méditation orgasmique s'est vu reprocher certains faits. D'accord. Donc, voilà. Ouais, je vois. Donc si vous êtes intéressé par ça, voir ce que la méditation orgasmique, je vous conseille d'aller d'abord vous renseigner sur Internet.
Donc tout ce qui favorise la sécrétion d'ocytocine va en tout cas favoriser l'orgasme. Ok. C'est un peu les deux hormones les plus importantes. C'est celle-là, c'est l'ocytocine et la dopamine. C'est les deux qui sont, quand je dis importantes, je veux dire en quantité. C'est celles qu'on retrouve le plus. Oui, c'est celle qu'on retrouve le plus avec les endorphines aussi. Ok. Et quand on pleure pendant l'orgasme, c'est quelle hormone ça ? Il y a des gens qui pleurent pendant l'orgasme. Il y a des gens qui pleurent, mais ça c'est parce qu'il y a c'était notamment les femmes. Ouais. C'est parce qu'il y a une activation de l'amygdale. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Chez les femmes, il y a plus de stimulation de l'amygdale que chez les hommes. Donc elles vont avoir plus d'émotions et plus de ressentis. Mais après, il peut y avoir aussi des explications psychologiques. Hein. Oui, parce qu'après, je dis vraiment pleurer, c'est le geste lacrymal. Enfin, j'imagine que c'est pas forcément lié à un trauma. C'est juste c'est juste une réaction. Comme quand tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui rigolent. Oui. C'est pas lié à un trauma, c'est juste une manière de s'exprimer. Et ça, c'est l'amygdale aussi. Ça, c'est l'amygdale, et puis probablement que c'est lié aussi au fait que le cortex frontal est coupé. Est coupé. Donc on est à moins de contrôle. On ne contrôle pas ses émotions, et c'est celle-là qui sort. Quoi. Ouais. Okay. Donc oui, en dehors d'un trauma, évidemment. Oui. Hein. Et du coup, est-ce qu'on a le temps de parler des positions qui favorisent l'orgasme ? Écoute, on va prendre le temps parce que tu as dit les positions qui favorisent l'orgasme. Je veux savoir... Oui, bien sûr. Dis-moi, quelles sont les... Alors déjà, il faut quand même prendre la base. Hein. La base, c'est qu'avoir des orgasmes, ça s'apprend. On pense que c'est naturel, alors que évidemment, c'est quelque chose que l'on peut apprendre. Ça ne vient pas forcément comme ça. Et que malheureusement, on ne nous apprend pas comment ça marche. Et que plus on va apprendre, plus on va avoir de savoir, mieux on connaîtra son corps, plus on pourra avoir des orgasmes. Je pense que c'est... Parce que tu vois, tu dis on n'apprend pas assez. J'ai du mal à imaginer comment on pourrait apprendre. Mais dans ce que tu dis, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on nous dit pas que ça s'apprend. On nous le dit que très tard dans notre vie. C'est ça. Ouais. Alors qu'en vrai, il faudrait qu'on le sache le plus tôt possible, de manière à pouvoir apprendre plus tôt. Tu vois, moi, j'ai commencé à apprendre et à comprendre tout ça beaucoup trop tard. Tu vois, si je l'avais su à 15, 16, 17 ans, ça aurait été plus épanouissant. Mais tu vois, c'est par exemple... on n'a pas de mal à comprendre que, par exemple, pour apprécier le vin, et pour devenir un vrai amateur de vin et connaître le vin, il faut déjà le connaître, il faut avoir appris, il faut de l'expérience, il faut en goûter plusieurs. Ça, on n'a pas de mal à comprendre que pour prendre du plaisir à déguster un bon vin, il y a une phase d'apprentissage. Comme on n'a pas de mal à comprendre que pour éprouver du plaisir à manger des bons plats fins, raffinés, il y a aussi une phase d'apprentissage. Et que si on a mangé des coquillettes au jambon toute son enfance, on va avoir du mal à découvrir l'intensité de certaines saveurs, par exemple. Et donc, pourtant, ce sont des plaisirs, ce sont des plaisirs simples de la vie, comme la sexualité. La sexualité, c'est aussi un plaisir simple de la vie. Mais ça s'apprend. Et ça s'apprend, et surtout, ça s'apprend par l'expérience. C'est d'où l'importance de la masturbation. Ça s'apprend vraiment par l'expérience. Quand nous, on reçoit, en tant que sexologue, des femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes, par exemple, une des premières choses qu'on va leur demander, c'est si elles se masturbent. Parce que évidemment que si on se masturbe, on va avoir beaucoup plus de facilité à avoir des orgasmes que si on ne connaît pas son corps, si on ne se masturbe pas, et si on n'a surtout pas envie d'y toucher, que ça nous dégoûte. Qu'on délègue ça à l'autre en disant c'est toi qui t'occupes de mon plaisir. Ok. Alors, excuse-moi, continuons. Alors, donc pour les positions. Déjà, la première chose, c'est clairement, pour avoir des orgasmes, il faut associer la stimulation externe du clitoris lors de la pénétration. D'accord. Il n'y a que 34% des femmes qui le font régulièrement, aujourd'hui. Alors que 95% des femmes qui associent pénétration vaginale et stimulation clitoridienne vont avoir des orgasmes. Ouais, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet. Exactement. Déjà, en dehors même de la position, c'est déjà des positions
qui facilite l'accès au clitoris par la main, soit la main du partenaire, soit sa propre main, déjà. Donc il y a des positions où on sait qu'on a beaucoup plus de mal à stimuler son clitoris. Hein. Oui. Si par exemple on est allongé sur le ventre, c'est plus compliqué. Oui. Si la femme est allongée sur le ventre, c'est plus compliqué. Ou si elle est allongée complètement sur le partenaire, c'est plus compliqué aussi. Sauf si elle se frotte. Mais pour beaucoup de femmes, le frottement du clitoris contre le corps du partenaire n'est pas suffisant. C'est un plus. C'est pas suffisant pour atteindre l'orgasme. D'accord. Cette forme de stimulation n'est pas suffisante. Ouais. Ok. Donc, en tout cas, dans les études, les positions qui favorisent l'orgasme de la femme, c'est clairement l'andromaque, c'est-à-dire quand la femme est dessus, en position, donc quand les femmes à la verticale, au-dessus de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une position où spontanément, la femme va faire des bascules du bassin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme dans un film porno à aller de haut en bas et à sauter sur son partenaire. Hein. Non. Spontanément, une femme, quand elle est dessus, elle va faire des mouvements d'avant en arrière, donc de bascule du bassin. Et en faisant ça, elle vient presser le corps du pénis contre sa paroi antérieure du vagin. Et c'est ça qui va stimuler l'intérieur du clitoris. Et en plus, quand elle fait ce mouvement de bascule du bassin, elle vient aussi créer un frottement sur son gland du clitoris, surtout si elle est un peu penchée en avant, et elle vient frotter son gland du clitoris. Mais même ça peut ne pas être suffisant. Donc à ce moment-là, elle peut aussi elle-même se caresser le clitoris pendant ce mouvement-là. Donc, autre variante, c'est quand la femme est au-dessus, mais en position allongée. Donc, globalement, les positions qui permettent le plus d'avoir du plaisir pour les femmes, c'est les positions où elles sont au-dessus. C'est-à-dire où elles sont déjà maîtres de leur mouvement. Oui. Donc, y compris, donc comme tu disais, des mouvements du bassin et de pouvoir agir avec la main. C'est ça. Très bien. Ce qui peut aussi se passer en levrette, par exemple. Parce qu'en levrette, c'est pour les femmes qui aiment cette position-là, l'accès au clitoris, c'est très simple. Et en plus, c'est une position où on peut plus facilement se concentrer sur ce que l'on ressent. Parce qu'on n'est pas dérangé par la vision de l'autre. Ouais, j'aime beaucoup ton expression, dérangé par la vision de l'autre. Vraiment, l'autre, c'est un dérangement. Ça peut, bien sûr. Ouais. C'est ce qui explique qu'aussi on a plus de facilité à avoir un orgasme par masturbation que lors du rapport. C'est-à-dire que quand on se concentre trop sur le plaisir de l'autre, oui, ça devient dérangeant. Dans c'est le ce sens que tu disais. Où on ne se concentre pas sur son propre plaisir. D'accord. Ça peut aussi, on peut y arriver aussi en fermant les yeux. Hein. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur son plaisir à soi. Voilà, sur les positions globalement. Et missionnaire, rien du tout, c'est pas le... le missionnaire, c'est... Ça permet pas grand-chose. Ça permet beaucoup de femmes aiment la position du missionnaire, hein, mais parce que c'est une position aussi où il y a un contact émotionnel qui est fort. On peut se regarder dans les yeux, peut y avoir des caresses, peut y avoir des baisers, il y a des... Mais en elle-même, c'est au niveau génital, c'est pas forcément la meilleure des façons, sauf si l'homme va faire des mouvements lents qui permettent aussi à la femme de contracter son périnée à chaque fois. Donc c'est vraiment l'idée d'y aller lentement, surtout au départ. D'accord. Et si je peux me permettre, puisque tu nous as parlé beaucoup, en tout cas j'ai bien retenu cet orgasme du col de l'utérus. Ouais. Non, de l'utérus ou du col de l'utérus? Du col de l'utérus. C'est quoi la position qui favorise parce que tu dis, en gros, pour l'atteindre, il faut aller au fond. C'est toutes les positions. Ouais, c'est toutes les positions qui favorisent la pénétration profonde. Donc ça va être la levrette? Pas du tout. Par exemple. Ouais. Par exemple, la levrette. Donc, typiquement, la position allongée sur le ventre, qui favorise pas forcément, dont tu as parlé là tout à l'heure, qui favorise pas forcément l'accès au clitoris pour des caresses.
Mais ça favorise l'accès au col de Alors l'utérus? Non, parce que quand tu es allongé sur le ventre, non, le chemin pour aller au col de l'utérus c'est plus long quand même. Ah, il est plus long. Donc après, ça dépend de la morphologie féminine aussi. Hein. Ouais. Genre, si tu as une femme qui a par exemple des rondeurs, tu vas adapter tes positions en fonction des rondeurs de la femme, de la morphologie féminine. D'accord. Mais globalement, oui, c'est toutes les positions dans lesquelles la pénétration profonde est favorisée. Et ça peut être aussi, par exemple, cette position où la femme est sur le dos avec les pieds sur les épaules de l'homme. Ok. Tu vois cette position? D'accord. Ok. Très bien. Donc celle-là, elle peut favoriser le... Bah ça, clairement, c'est une position qui favorise la pénétration profonde. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Merci pour ces précisions. De rien. Est-ce qu'on a d'autres choses sur... Alors, on pouvait... non, alors sur ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, après, il y aurait plein de choses à dire, mais... Ouais, non, mais sur les positions, là, c'est ça. Sur les positions, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Et donc, on conclut là? Bah, je sais pas, oui, c'est bien. Ouais, moi, c'est très bien. Hein. Bon, moi, j'ai appris, je vais aller... mettre en pratique. Je veux garder pour la suite des épisodes, le prochain sera consacré aux bienfaits des orgasmes. Parce qu'on verra à quel point avoir des orgasmes, que ce soit par masturbation ou lors des rapports sexuels, est thérapeutique. Hein. C'est d'ailleurs le titre d'un des derniers bouquins de Alain Héril, qui est un psychosexologue français, qui s'appelle L'orgasme thérapeutique. Ouais. Génial. Donc ça a vraiment plein de bienfaits sur plein de choses. Ok. Je veux bien te croire. Sur les douleurs notamment, hein, les migraines, les douleurs de règles, le système immunitaire. Voilà. On va finir par en déduire. Donc ce sera un épisode pour se soigner, quoi. Exactement. Ok. Un épisode entier consacré aux bienfaits de l'orgasme. Eh ben avec plaisir, avec plaisir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui dans cet épisode et dans toute cette introduction sur l'orgasme. Et dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ça marche. Si vous avez vraiment envie de nous retrouver d'ici là, allez acheter le livre de Céline, la sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats, disponible chez Fayard. Les liens sont dans la description de cet épisode et on se dit à dans 15 jours. Ciao. Au revoir.